La conférence digitale 2049 à l'occasion des 25 ans du MBMCI se poursuit avec Sébastien Griot. Alors Sébastien, c'est un nouveau venu, on va dire, dans la galaxie du MBA, puisque on s'est rencontrés par l'intermédiaire de la joyeuse bande d'Indata Veritas, donc le média collaboratif sur les IA génératives fondé par Augustin Garcia. Et Sébastien nous a fait le plaisir d'animer donc une masterclass il y a quelques semaines. Alors, ce que je te propose, Sébastien, c'est toi peut-être euh, de nous dire quelle est ta vision, tu vois, des évolutions à venir du marketing. Comment on va arriver en 2049? Qu'est-ce que tu vois, sachant que toi, tu es quand même déjà bien perfusé à l'IA et à l'automatisation, hein. Oui, salut, merci. Alors, c'est plutôt moi qui suis content d'être là. Aujourd'hui, je suis désolé, j'ai une petite paralysie faciale, donc je vais essayer de m'exprimer du mieux possible. Mais c'est pas que je fais à moitié la gueule, hein. Je suis pas juste à moitié heureux. Je suis vraiment très content d'être là. Si tu veux, aujourd'hui, se poser la question dans 25 ans, c'est quand même loin. Donc, on va sortir un peu les boules de cristal et essayer de voir un petit peu ce qu'il y a aujourd'hui. Et je te dirais que pour pouvoir répondre à ta question, il y a quelques jours, donc bien évidemment, les IA sont quelque chose, on va en parler, qui me semble évident que ça va perfuser dans l'intégralité de la société. Ça me semble évident. À côté, il y a aujourd'hui l'arrivée du quantique, dont on a officiellement eu une première puce quantique qui est disponible par Google. Donc on verra ce que ça peut impliquer. Mais je pense que le futur est très dirigé vers beaucoup d'IA, énormément de personnalisation et de plus en plus de quantique dans notre vie de tous les jours. Oh, bonne entrée en matière, dis donc, Sébastien. Je te remercie. J'ai essayé d'y réfléchir parce que si tu veux, c'est pas facile comme question. De se poser la question de qu'est-ce que ça va être dans 25 ans, mais c'est hyper loin et il peut y avoir tellement de choses. Si tu veux, j'ai vraiment profondément pensé à cette question parce qu'il s'avère que jusqu'avant 1850, je dirais, l'humanité a eu un système de hiérarchisation, de production qui a été, qui n'est pas vraiment immuable et qui n'a pas vraiment beaucoup évolué. Et depuis 1850, les inventions vont de plus en plus vite. Et aujourd'hui, on est dans une ère où bah, ça va encore plus vite qu'avant, plus vite que jamais. Et donc, dans 25 ans, ce qu'on va être capable de faire, bah, je pense que on n'est pas vraiment capable de vraiment le savoir. Voilà, déjà la première réponse à la question, on ne sait pas, on va avoir beaucoup de surprises, mais je pense qu'aujourd'hui, ouais, ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule, ça Ouais. va être, oui, les axes majeurs des développements, surtout dans le marketing. Le ciblage tel qu'on le connaît et on le pratique dans le marketing, on a bien vu, hein, allez, je vais dire 15-10 dernières années, il est de plus en plus précis. Tu vois, c'est aussi ça, hein, ce que nous apporte le digital. Pour toi, ça va se renforcer encore davantage. Alors, Euh, Vas-y. moi, ce que je peux te dire aujourd'hui, ce que j'imagine qui va se passer très rapidement, c'est de l'hyper-personnalisation. Je pense qu'aujourd'hui, Google est toujours parti vers vouloir personnaliser les choses. Ça me fait rire parce que ça me fait penser presque un petit peu à l'époque où Google avait voulu se lancer dans les réseaux sociaux avec Google+, pour pouvoir faire en sorte de encore mieux nous comprendre et nous servir des choses qui sont proches de nous, toujours plus personnalisées. Ils ne sont pas vraiment arrivés, mais l'idée, elle est toujours là, de servir quelque chose qui va véritablement répondre le mieux possible à la personne, ce qui est fondamentalement ce qu'on essaie tous de faire dans le monde du marketing. Et aujourd'hui, si je te parle IA et si je te parle quantique, c'est que les deux ont un vrai rapport quand on va être capable de pouvoir venir traiter de plus en plus d'informations, de plus en plus rapidement. Et donc, du coup, on va être capable de pouvoir faire des choses très personnalisées. Dans quel univers, je ne sais pas. Je pense qu'il va y avoir également une révolution de l'IHM, donc de l'interface homme-machine. Elle a déjà eu lieu il y a quelques années avec l'iPhone, hein, et je pense quand même qu'on est déjà des êtres augmentés depuis un paquet d'années. On a déjà une extension de notre cerveau qui est dans notre main tout le temps, qui se connecte à Internet et qui est capable de pouvoir nous dépasser. Combien de fois dans la journée on s'arrête, on prend notre téléphone et on pose une question à Google ou à ChatGPT, peu importe. Et donc on voit que le transhumanisme, d'une certaine manière, je sais que c'est un peu fort comme terme, mais a déjà commencé. Je- On peut se poser la question aujourd'hui, quand on parle de dérégulation, on peut aussi penser à Neuralink, parce qu'on parle de marketing.
On peut aussi penser à tous ces satellites qui sont envoyés dans l'espace et qui nous permettent d'être connectés à Internet absolument partout, tout le temps, sur du haut débit. Si on met tout ça bout à bout, je ne sais pas du tout ce que va devenir Neuralink. On ne sait pas, je crois que c'est plus quelque chose qui est en promesse qu'autre chose. Mais quand on commence à mettre tout bout à bout, bah, on peut commencer à imaginer qu'on ait en tout cas en termes de marketing, qu'on ait de la data permanente sur nos clients, qu'on sache absolument ce qu'ils font partout, tout le temps, et qu'on soit en mesure de pouvoir leur délivrer très exactement ce qui leur convient. Ouais, c'est ça que je pense qui risque d'arriver. Bon, c'est vrai que Neuralink, alors pour ceux qui ne suivent pas, hein, l'actualité de cette entreprise, c'est très cyberpunk, hein, comme, Oui. comme approche. Il n'y a pas que Neuralink, hein, il y a plein d'autres entreprises qui communiquent moins, mais qui travaillent également sur les mêmes sujets. On n'est pas encore dans le transhumanisme, mais l'augmentation, en tout cas, de nos capacités. Alors, il y a le côté médical, le côté santé, c'est qu'effectivement, la technologie pour venir pallier des handicaps, des déficiences, toi, je pense notamment à la vue ou à l'ouïe, ça c'est quelque chose qu'on va dire qui est compréhensible, ou en tout cas qu'on est capable de concevoir. Mais l'augmentation de nos capacités à l'aide de la technologie, c'est quelque chose qui, encore une fois, conceptuellement et intellectuellement, est aujourd'hui plutôt de l'ordre de la science-fiction, Sébastien. Ah, complètement. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas compliqué. Il y a encore quelques semaines, dans une de mes formations, je donnais l'exemple que les IA étaient limitées par certaines choses en expliquant que Tesla était limité par certaines choses, notamment par le saut quantique et le fait qu'on n'y était toujours pas arrivé. Aujourd'hui, avec l'annonce qui a été faite, mon discours a radicalement changé, ou en tout cas ma manière de voir, et je pense qu'aujourd'hui, bah, il y a quelque chose qui était vraiment presque impossible d'imaginer il y a encore ne serait-ce que quelques semaines avant l'annonce, et que depuis l'annonce, on a un monde nouveau qui s'ouvre à nous, un monde de possibilités qu'on n'imagine pas encore. Et si tu veux, euh, oui, en effet, je ne sais pas du tout ce que va donner Neuralink. Je ne sais pas du tout si un jour on arrivera à ce genre de choses ou pas. Mais je pense que quand on parle de cyberpunk, il y a un truc aujourd'hui qui me semble intéressant de voir dans le futur, notamment des IA, c'est les méga corporations. Aujourd'hui, la vraie question que je pense que tout ça, ça pose, si demain on a des IA vraiment très performantes qui nous suivent tout le temps et qui deviennent un petit peu notre agent qui va un petit peu sur Internet à notre place, qui fait les choses un petit peu à notre place, par exemple, je sais pas, qui fait du shopping à notre place, ça va poser la question de c'est qui est derrière, c'est quel type d'entreprise qui est derrière, et ça va poser beaucoup de questions pour le marketing, puisque aujourd'hui, ce qu'on peut voir avec ChatGPT et le début déjà de SearchGPT, ça pose déjà beaucoup la question de comment est-ce que je peux aller dedans, comment est-ce que je peux être présent, comment est-ce qu'ils trient leur information. Donc, ça revient un petit peu à ce que fait Google, à ce que fait Google d'une certaine manière. Mais je dirais que là, on arrive dans un niveau bien plus obscur. Et à un moment donné, quand même les développeurs sont même plus vraiment capables de comprendre comment le fonctionnement du modèle en lui-même va faire quelque chose, ça devient un peu péremptoire d'imaginer pouvoir être capable de pouvoir avec précision. Aujourd'hui, avec Google, on arrive avec des choses, il y a des gens qui mesurent, il y a des gens qui testent, on arrive à trouver des variables. Demain, avec l'IA, plus elle va se perfectionner, donc je ne parle pas de ce qu'il y a aujourd'hui. On va déjà voir peut-être ce que ça va donner avec la sortie de ChatGPT 5 quand ça arrivera. Est-ce que c'est si révolutionnaire qu'ils le disent? Mais plus les modèles vont être entraînés, et plus on va avoir du mal à venir influer sur comment les modèles fonctionnent. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense que c'est ça aussi une grande question de l'avenir du marketing, là, maintenant, tout de suite, sur les IA, c'est comment est-ce qu'on fait pour garder la main dessus, en vérité. Et donc, comment on fait pour garder la main dessus, Sébastien? Bah, c'est pas si simple que ça, puisque aujourd'hui, on est en train de parler tout simplement de l'entraînement de l'IA en elle-même et de ce sur quoi elle va s'appuyer. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui est, je ne connais pas quelque chose de plus obscur que de savoir ce sur quoi c'est entraîné l'IA, puisque aujourd'hui, il le cache. Euh, Pareil, on a des entreprises derrière qui sont payées pour pouvoir venir liker, disliker ce qui va se passer en coulisses. Donc, du coup, je dirais que
Pour être présent dessus, à mon sens, il faut faire comme du SEO classique. C'est de l'autorité, c'est de la présence, c'est être là dans les grands médias, c'est d'avoir de la visibilité. Je pense qu'aujourd'hui, le SEO de demain sera, si tu veux, à un moment donné, il y a quelques années, je m'étais mis à faire de l'achat de liens sur Internet et à un moment donné, je me suis dit que je trouvais ça débile de le faire juste comme ça. Et je me suis dit, ce qu'on va mêler les deux, on va mêler l'achat de liens à la notoriété. En vérité, on va faire un travail de notoriété en même temps. Et je me suis mis à appeler ça du SEO branding. Voilà, c'était mon petit délire. Et si tu veux, aujourd'hui, je pense que si on doit parler de SEO branding, bah, ça va être plus fort que jamais pour les IA, puisque aujourd'hui, on ne sait pas vraiment sur quel texte elle va venir s'appuyer. Alors, on en connaît quelques-uns, mais plus maintenant. Donc, du coup, je dirais que vu qu'elle va venir s'appuyer sur Internet, bah, il va falloir être dans les 2 ou 3 premiers résultats systématiquement et servir de référence. Donc, être une référence dans son secteur, être cité souvent et être dans les grands médias, ceux qu'on va trouver le plus directement, je dirais. Ça me semble être logiquement comme ça que je pense que les IA vont choper du contenu sur Internet. Tu nous donnes des éléments de réflexion. Oui. Mais alors, pour rester effectivement dans notre schéma humain et IA, humain versus IA, hein, Internet ou Skynet, tu vois, c'est un petit peu comme ça qu'on l'a résumé. Quelle place tu vois pour l'humain et pour nous, les professionnels du marketing d'aujourd'hui et de demain? Ok, bah, je vais te répondre en bon SEO, ça dépend. Ça dépend de ce qui va se passer. C'est drôle que tu me poses la question. C'était la question que j'ai posée aujourd'hui sur LinkedIn. Si tu veux, il y a une question qu'on m'a posée ces derniers temps en formation. C'était de savoir si ça allait uniformiser notre manière de penser. Est-ce que en utilisant une IA, finalement, notre pensée va pas devenir unique? Alors, je comprends la question. La question, elle vient souvent de personnes qui vont prompter et qui vont avoir des résultats un peu génériques de l'IA. Ben oui, parce que l'IA, ce n'est qu'une moyenne des choses, d'une certaine manière, et qui vont pas suffisamment injecter de contexte à l'intérieur pour pouvoir venir donner sa patte dedans. Bon, je vois aussi que l'IA refuse de faire certaines choses. Pareil, par exemple, tout à l'heure, j'ai essayé avec mon épouse de faire pleurer ChatGPT. Voilà, on peut lui parler et il s'avère que ça viole ses conditions générales d'utilisation. Il veut pas, il refuse. Ça va contre, impossible de le faire vraiment pleurer. Il peut être triste, mais pas pleurer. Pareil, de temps en temps, il va nous dire ça, non, je veux pas le faire, question de copyright, alors que dans la vie de tous les jours, on se poserait même pas la question. Donc, je dirais que oui, d'une certaine manière, ça nous impose un modèle de pensée. C'est vrai, c'est pour ça que j'en utilise plusieurs. Je dirais qu'aujourd'hui, ça dépend réellement de comment on intègre les choses au quotidien. Et si tu veux, moi, je ne te parlerai pas de Terminator. Moi, je te dirais qu'aujourd'hui, si les IA sont arrivées et que je m'y suis intéressé, c'est réellement à cause d'un film et d'une scène dans un film. Alors, j'adore Matrix, j'adore le premier, beaucoup moins le deuxième et le troisième, mais il s'avère que dans le deuxième, il y a une scène extrêmement chiante à un moment donné où Neo va se mettre à parler avec le maire de la ville. Ils descendent dans les entrailles de la ville et il lui présente une machine et il lui explique que plus personne ne comprend comment elle fonctionne. Et ça peut paraître con, mais je me suis dit qu'on ne devait jamais en arriver là et qu'on ne doit pas se laisser dépasser par cette boîte noire et savoir ce qu'elle a à l'intérieur. Donc ça, c'est ma vision du monde. Je me rends compte que quand les gens utilisent ChatGPT, ils sont souvent très curieux, que ça a souvent une tendance à venir plus stimuler les gens qu'à venir les rendre feignants. Donc je dirais que je vois plus une augmentation de la créativité avec ça, si l'humain reste au milieu de tout ça. Sauf que d'un autre côté, on nous demande aussi un petit peu d'automatiser les choses. Et donc, du coup, par les automatisations, on n'utilise plus vraiment les IA de la même manière. Donc, du coup, je te dirais que une IA maîtrisée, il n'y a pas de problème. Une IA pas maîtrisée, alors oui, ça finit vite par devenir du Skynet et une homogénéisation de la pensée en passant. Donc, je dirais qu'il faut garder le contrôle. Faut garder le contrôle et forcément, Sébastien, ça passe par la formation. Alors, c'est un peu le fil rouge hein, de
de nos témoignages, hein, de nos invités. Bien sûr, parce que c'est lié forcément à ce qu'est le MBMCI, mais aussi parce que, en fait, dans les parcours, hein, de nos experts et expertes, et c'est notamment ton cas, Sébastien, mais en fait, la formation est au cœur. Elle peut prendre différentes formes. Toi, tu l'avais notamment partagé lors de la masterclass d'il y a quelques semaines, que tu avais gentiment accepté d'animer, et notamment en expliquant ton parcours. Mmh. Toi, en fait, tu as appris en fait sur le tas, Mmh. et tu continues à apprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que la vague Bah, IA, j'ai appris sur le tas, dans le sens où à l'époque, maintenant je me mets vraiment parler comme un vieux, mais à l'époque, ces diplômes n'existaient même pas. Je veux oui, dire quand même, à l'époque, j'ai vu arriver Google quand même. Enfin, on va remettre les choses en place. Et je l'ai vu arriver, j'ai donc grandi sur internet avec lui. Et donc oui, en effet, l'auto-formation, je suis un ancien apprenti, sorti de l'école, j'ai toujours continué à apprendre. D'ailleurs, c'est même comme ça que mon activité professionnelle a démarré, en réalité en partageant des choses sur internet. Et si tu veux, si aujourd'hui, la formation, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans mon parcours professionnel pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle m'oblige, moi, à bien comprendre mon sujet, à m'assurer de ce que je dis, pour pouvoir après le redire de manière claire et limpide. Et en plus, dans toutes les formations que je donne, j'en apprends toujours. Donc, du coup, vu qu'on est dans des métiers qui sont hyper mouvants constamment, je trouve que la formation, c'est le meilleur moyen de rester dans le game, en vérité. Voilà, c'est pas mon activité principale, mais c'est quelque chose que je fais vraiment régulièrement parce que j'adore ça et parce que je trouve que ça offre une vraie gymnastique d'esprit pour continuer. Si tu veux, par exemple, cette formation-là sur l'IA, il n'y a pas une seule fois que je l'ai donnée que je l'ai parfaite. Ça évolue, mais à une telle vitesse qu'on est obligé de revenir faire des pans entiers de la formation. Et là, je suis en train de penser, là, ChatGPT, par exemple, va encore changer son interface. Et je suis en train de me dire que j'ai encore toutes mes captures d'écran à refaire. Voilà, par exemple. Donc ça évolue constamment et ça permet comme ça de rester aux aguets. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il faut faire, surtout dans nos métiers, parce que sinon on se retrouve dépassé extrêmement rapidement. Sébastien, merci de t'être prêté au jeu, hein, parce que C'est c'est moi qui te encore remercie. ludique de ce digital 2049. On va continuer notre voyage.